En machine learning, le modèle AdaBoost ou encore Adaptative Boosting est un modèle ensembliste qui fonctionne par itération. À chaque itération, on a une règle faible, c'est-à-dire un modèle qui fait légèrement un peu mieux que le hasard, comme un arbre de décision avec exactement 2 coupures. Donc, à chaque étape, on a une règle faible et l'objectif d'un modèle à chaque étape sera d'améliorer les mauvaises prédictions des modèles précédents. Globalement, c'est le principe d'AdaBoost. À chaque étape, on a pour principal objectif d'améliorer les mauvaises prédictions. Et à la fin, pour pouvoir faire les prédictions d'AdaBoost, on fait généralement soit un vote à la majorité pondérée si on est en classification ou encore une moyenne pondérée si on est en régression. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en œuvre AdaBoost en Python? Quels sont les éléments essentiels à prendre en compte? Comment est-ce qu'on identifie les variables les plus pertinentes dans ce modèle? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Natasha Njongwa, ingénieure data scientist depuis 4 ans dans le secteur financier. Et cette année, je me suis donné un challenge fou qui est de partager avec vous une vidéo tous les jours pendant 100 jours pour pouvoir vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Le challenge vous intéresse, vous pouvez toujours nous rejoindre en suivant les 65 vidéos qui sont juste là. Abonnez-vous, likez et surtout, partagez autour de vous pour pouvoir aider d'autres personnes à monter en compétences en data science. En vrai, c'est comme ça qu'à votre niveau, vous pouvez soutenir cette chaîne en vous abonnant, en likant, en surtout partager autour de vous pour aider d'autres personnes à monter en compétences en data science. Si vous vous êtes abonné, vous avez liké, vous avez partagé, on peut maintenant commencer avec AdaBoost sous Python. Let's go! Pour la démo d'AdaBoost sous Python, on va utiliser une base de données populaire disponible sur Kaggle. Vous avez toujours le lien juste ici et aussi en description de la vidéo. En gros, la base de données contient des informations sur des patientes féminines d'au moins 21 ans dans la population amérindienne. Globalement, on va étudier le diabète de type 2 sur cette patiente en utilisant des caractéristiques comme le nombre de grossesses, le taux de glucose, la pression artérielle, etc. L'indice de masse corporelle, vous avez ça ici. On a fait dans le cadre de ce challenge les modèles d'arbres de décision et de forêt aléatoire en utilisant cette base de données, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Vous avez tout ça en description. On commence toujours bien sûr par importer les packages. Comme d'habitude, je vais encore alerter sur ce point. Lorsqu'on veut faire un modèle, on ne va pas directement au modèle. On commence par décrire la base de données, analyser les valeurs manquantes, les valeurs aberrantes, comprendre les associations entre les variables, comprendre s'il y a multicollinéarité. Bref, prendre le temps de faire le pré-traitement. Ça, c'est important. Ne commencez jamais le modèle par la dernière partie ici, en fait. Parce que si c'est commencer le modèle par la dernière partie, franchement, c'est trop facile. Tout le monde peut faire un modèle. Mais ce qui fait la différence, c'est de prendre le temps de préparer sa donnée, prendre le temps de sélectionner la variable pertinente et à chaque fois, il faut le faire. Ici, je vais très vite parce que c'est une démo, mais dans la pratique, prenez plus de temps pour pouvoir comprendre, analyser, traiter la donnée. À chaque vidéo, j'insiste là-dessus parce que c'est un point central dans ce challenge. La préparation de la donnée, c'est la clé. La préparation de la donnée permet d'avoir un modèle efficace. C'est même plus important que le modèle, je dirais, en général. Et même dans la pratique, vous allez passer 80% de votre temps à faire cela. Donc, habituez-vous déjà à le faire dès maintenant. On commence par importer la base de données. On regarde toujours la structure, les heads. On voit à peu près les caractéristiques. Est-ce que ce sont des numériques? Est-ce que ce sont des integers? Est-ce que ce sont des caractères? Ici, tous sont des numériques dans notre base de données. Sauf bien sûr, out comme c'est codé numérique, mais on va les considérer comme une variable catégorielle parce qu'il y a 2 catégories. Soit 0, la patiente n'a pas de diabète de type 1, 2. Soit 1, la patiente a un diabète de type 2. On fait un describe sur la base de données, toujours. On analyse les caractéristiques. Est-ce que l'âge qui est décrit ici est normal? On voit que le maximum, la femme la plus âgée a 81 ans, la femme la plus jeune a 21 ans. Ça paraît logique. On essaie de voir s'il n'y a pas des doublons dans la base de données. On vérifie les valeurs manquantes. Ici, il n'y en a pas parce que c'est une base de données Kaggle, c'est propre. Vous voyez, il n'y a pas de base de données. On analyse les distributions. Ici, on fait les box plots pour voir les outliers. Si on en trouve, on discute avec les médecins, on discute avec les professionnels pour comprendre l'origine. Est-ce que c'est normal? On met en place des traitements appropriés. Ensuite, on analyse les liaisons entre les variables pour voir déjà quelles sont les variables qui sont les plus pertinentes pour détecter le diabète de type 2. On fait un pair plot, je vais arrêter parce que ça prend un peu de temps là. C'est pas le cœur du vidéo. Vous voyez, on fait une analyse bivariante des différentes variables. On voit que les femmes qui ont un nombre de grossesses élevé ont tendance à avoir le diabète de type 2. Les femmes qui ont un diabète de type 2 ont un nombre de grossesses légèrement supérieur aux femmes qui n'ont pas de diabète de type 2. Vous voyez ici la moyenne autour de 3 enfants à peu près, tandis que les femmes qui n'ont pas le diabète ont autour de 2 enfants.
Voilà. On a également ici le glucose. Lorsqu'on a le diabète de type 2, le taux de glucose est élevé. Bref, prenez le temps de faire ces analyses, discutez avec les professionnels de la santé pour confirmer globalement ce que vous avez observé. Ça, c'est la pratique. On fait le test pour confirmer l'analyse visuelle parce que l'analyse visuelle vous donne l'intuition qui est toujours confirmée par un test statistique. En l'occurrence, ici, on fait un test de Kruskal-Wallis parce qu'on a une variable catégorielle et je n'ai pas fait ANOVA parce qu'on peut avoir la normalité ou bien le test de Leuven qui est rejeté. Vous faites un test pour confirmer. Une fois que c'est fait, on fait le heatmap de corrélation pour analyser s'il n'y a pas de multicollinarité. Ici, heureusement, on n'en a pas. On a seulement la relation entre l'âge et le nombre d'enfants. C'est normal, plus on a un âgé, plus le nombre d'enfants peut être élevé. C'est à peu près ça ici. Vous avez décrit la base de données. Ici, on va faire aucune sélection parce qu'on n'a pas beaucoup de variables. Mais si vous avez 100, 200, 300, ne faites jamais un modèle ADABOOST sans présélectionner à l'avance. Donc, ici, on va commencer par préparer la base de données. On divise l'ensemble des variables explicatives, les caractéristiques qu'on va utiliser, c'est-à-dire l'âge, indice de masse corporelle, le glucose, et les variables expliquées Y ici, si la femme a le diabète ou pas, 0 ou 1. C'est ce que j'ai affiché ici. Si j'affiche plutôt le X, vous allez voir, on a essentiellement les caractéristiques web, nombre d'enfants, glucose, pression artérielle et autres. On divise la base de données en deux. Train test 80-20, on veut se rassurer que le modèle qu'on va concevoir n'aura pas un problème d'overfitting. C'est pour ça qu'on a toujours cette division train test. Une fois que c'est fait, on va commencer par faire un premier modèle ADABOOST sans aucune optimisation. Donc vous avez dans Escalon le module ADABOOST Classifiers, donc c'est le modèle ADABOOST pour la classification. Donc ici, on définit un objet de la classe ADABOOST Classifier. On met le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre d'estimateurs, le nombre de modèles de base qu'on va construire. On fixe la graine pour se rassurer que si je lance le modèle plusieurs fois, j'ai exactement le même résultat. Une fois qu'on a défini cet objet, on va maintenant l'entraîner modèle.fit sur la base d'entraînement Xtrain, Ytrain. Je vais exécuter ces différents codes, comme ça vous voyez le résultat. Donc là, j'ai fait un modèle en mettant des trucs aléatoires sans aucune optimisation. Une fois que c'est fait, je fais des prédictions sur la base d'entraînement ici Xtrain. Et je calcule l'accuracy et je vois un peu à quoi ressemble. On voit que l'accuracy est autour de 85%. Je fais la même chose sur la base test. En gros, je prends le modèle, je fais predict et je mets la base de test. Ensuite, je calcule accuracy et je fais le rapport de classification. Je me rends compte ici, l'accuracy est de 74% à peu près. On voit bien que sur la base d'apprentissage, on a 85%. Sur la base de test, on a 74%. En termes d'AUC, ici, pour faire l'AUC, vous avez Hop Curve toujours dans Escalon Metrics ici. Donc, Hop Curve, Ytrain, les probabilités, etc. J'exécute ceci, vous avez la courbe Hop. On a ici un AUC à 94% sur la base train et 80% sur la base de test. Une fois qu'on fait un modèle, on essaie toujours de voir quelles sont les variables les plus importantes pour pouvoir obtenir ces prédictions qu'on a eues sur les bases train et bases test. Dans ADABOOST, lorsqu'on entraîne un modèle ADABOOST sur Escalon, vous avez la possibilité d'avoir le feature importance comme celle-là, c'est modèle. Feature importance. Ensuite, on fait le graphique. Là, vous allez voir les variables les plus importantes. On se rend compte qu'avec ce modèle, pour pouvoir faire les prédictions qu'on a réalisées ici, les variables les plus importantes, c'est déjà le degré de pédigré du diabète, le glucose, l'indice de masse corporelle, les trois principales variables. On a là un premier modèle qui est plutôt acceptable parce qu'on a 94% d'AUC et 80% sur la base de test. Mais par contre, attention, ne faites jamais ça. Lorsqu'on veut mettre en place ADABOOST, on doit toujours optimiser deux choses. Premièrement, c'est le nombre d'AB, c'est-à-dire le nombre d'estimateurs, un estimateur qu'on doit introduire. Parce que si on met un nombre d'estimateurs trop important, on risque de faire du surapprentissage. Si le nombre d'estimateurs est trop faible, on risque de sous-apprendre. Donc, il faut trouver le juste milieu. C'est pour ça qu'on fait souvent de la validation croisée. C'est pas comme dans l'arbre de décision, c'est pas comme dans les forats aléatoires où plus c'est important, mieux c'est non. Dans le boosting, dans ADABOOST, il faut choisir le nombre d'itérations optimales, toujours. Paramètre important lorsqu'on fait du ADABOOST avec Escalon, c'est learning rate. C'est quoi le learning rate? En fait, c'est un paramètre qui contrôle à quel point chaque règle faible tente de corriger les erreurs des modèles précédents. Donc, en gros, c'est comment la règle faible que je viens d'introduire a tendance à corriger les erreurs. C'est souvent une pondération en fait sur les erreurs. Donc, lorsque le taux est trop élevé, le modèle tente de corriger davantage des erreurs, ce qui peut conduire à avoir un modèle trop complexe. Il faut trouver le juste milieu entre trop de complexité ou pas assez de complexité. C'est pour ça que c'est très important d'optimiser ces deux paramètres-là dans le boosting. Pour le faire, on va faire Grid Search CV, c'est-à-dire de la validation croisée, pour choisir le paramètre optimal qui va
optimiser l'accuracy en général. Pour ça, ici, on a importé ici le module Grid Search CV. On va mettre ici une grille de paramètres. Là, j'ai mis des grilles aléatoires. Vous pouvez rajouter 50, 100, 200. Et j'ai mis plusieurs learning rates. J'exécute ceci, j'exécute d'abord ceci et j'exécute ceci. Une fois que c'est fait, maintenant, je fais mon Grid Search. Ce qui se passe avec Grid Search, en fait, il va entraîner tous les modèles possibles avec les combinaisons que j'ai mis ici et me ressortir le modèle ayant les performances les plus importantes. Bon, ça a terminé de s'exécuter ici où vous avez Best Parameter, Learning Rate 0,5 et Estimator 50. Ça, c'est le modèle optimal selon l'approche qu'on a choisie. Pour pouvoir voir les performances de ce modèle, on peut déjà faire Best Model, Grid Search, Best Estimator. Ça vous donne le meilleur modèle parmi l'ensemble des modèles qui ont été textés. Vous pouvez maintenant faire des prédictions sur ce meilleur modèle, Best Model, en faisant Best Model.predict, X-Crane, les caractéristiques de la base de Crane. On détermine l'accuracy score et autres. Pareil, sur la base de test, on fait juste Best Model qui est défini ici, gridsearch.bestestimator, ça vous donne le meilleur modèle. On fait un predict comme les modèles classiques, quoi. J'exécute et ensuite on a les caractéristiques, les performances sur la base de test. Vous voyez ici qu'en termes d'accuracy, on a 81% sur la base train et 76% sur la base de test, ce qui est un peu plus élevé que ce qu'on avait précédemment. Avant, on avait 74% sur la base de test, et là, on a 76%. Donc, l'optimisation a quand même permis de gagner 2 points en termes d'accuracy. Si on regarde maintenant la courbe Hawk, vous voyez qu'en termes de courbe Hawk, on a 91% sur la base train, c'est un peu plus faible, et 80% sur la base test. Donc, certes, sur la base train, on perd un peu en performance, mais par contre, on gagne un peu en pouvoir de généralisation sur la base de test. C'est à peu près ça, AdaBoost. Donc, il y a 2 paramètres à optimiser. Déjà, learning rate et le nombre d'estimateurs. Il faut faire attention à ne pas les prendre trop grands ou trop petits. C'est pour ça qu'on met en place une validation croisée avec Grid Search. Une fois que vous faites ça en pratique, vous avez déjà votre modèle. Ce qui peut être intéressant pour les métiers, c'est de savoir quelles sont les variables les plus importantes dans ce modèle. Et pour ça, vous avez l'option Feature Importance. Donc, on prend Best Model.Feature Importance. Et là, je fais le graphique. On va voir quelles sont les variables qui ont contribué. Contrairement au modèle précédent, sans optimisation, on voit bien que l'âge et le glucose sont les 2 principales variables. Vous qui êtes arrivé à ce stade de la vidéo, il y a un quiz pour pouvoir tester vos compétences. N'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de vous lire énormément et ça aide également d'autres personnes à comprendre ce qu'on fait ici et à monter en compétences également. Première question, qu'est-ce qu'AdaBoost en machine learning? Grand A, un algorithme de régression. Grand B, un algorithme de classification. Grand C, un algorithme de boosting. Grand D, un algorithme de clustering. Je pense que vous avez la réponse, mettez en commentaire. Petit D, quels sont les principaux paramètres à optimiser dans AdaBoost? On vient de le voir. Grand A, N clusters et max depth. Grand B, N neighbors et weights. Grand C, N estimators et learning rate. Grand D, C et gamma. On a vu ça également, la réponse en commentaire. Petit croix, comment peut-on obtenir l'importance des variables dans un modèle AdaBoost sous Python? Grand A, avec l'attribut coef. Grand B, avec l'attribut importance. Grand C, avec l'attribut feature importance. Grand D, avec l'attribut variables. La réponse en commentaire, on a également vu ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à revoir si ça ne vient pas directement. Grand 4, petit 4, comment peut-on optimiser les paramètres dans un modèle AdaBoost en Python? Grand A, en utilisant une boucle for. Grand B, en utilisant la validation croisée. Grand D, en utilisant une grille de recherche. Grand D, en utilisant l'optimisation par essai de particules. Vous avez également la réponse en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, maintenant, c'est à votre tour de jouer. N'hésitez pas à récupérer ce notebook et pratiquer de votre côté pour vous rassurer que vous comprenez le modèle AdaBoost. Parce que, franchement, la pratique vous rend parfait. Moi, je suis convaincue de ça. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez monter en compétences en data science. Mais malheureusement, aujourd'hui, je vois encore beaucoup de personnes qui ont fait tellement de choses à l'école, mais lorsqu'ils recherchent le stage, l'emploi ou encore l'alternance, ils ne sont pas capables d'expliquer ce qu'ils ont fait. Et franchement, c'est dommage parce qu'ils ont fait tellement de choses. Ils ont les notions en cours, mais pas de pratique. C'est la raison pour laquelle dans ce challenge, j'insiste énormément sur la partie pratique. Franchement, les amis, une des choses que je veux que vous reteniez de ce challenge, c'est que la pratique va vous rendre plus fort. La pratique rend parfait et j'en suis convaincue. N'hésitez pas à pratiquer à chaque fois qu'on fait un projet ensemble, à chaque fois que je partage un notebook avec vous. Récupérez ce notebook, prenez une autre base de données et entraînez-vous parce que c'est ça qui fait la réelle différence dans le monde de l'emploi. Quand vous cherchez
un emploi, malheureusement, on cherche des personnes qui sont déjà opérationnelles en général. Donc, n'hésitez pas à vous exercer, exercez-vous et c'est ça qui fera votre différence. Pour ceux qui souhaitent voir les 65 vidéos qu'on a déjà produites sur cette chaîne, ça s'affiche juste là. Mettez des likes, des commentaires, des partages. D'habitude, pratiquez, pratiquez, pratiquez et surtout, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye.